Dernier numéro du Grand Rendez-vous cette semaine, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Quel temps fera-t-il demain, samedi 2 mars? On le découvre ensemble avec la météo. Quatre rubriques au menu du Grand Rendez-vous de ce vendredi. Le monde évolue et les aliments que nous mangeons aussi, plus gros, plus beaux et plus rentables pour les producteurs. C'est comme ça que les organismes génétiquement modifiés se sont retrouvés à nos portes. On se demande où en est le Bénin en ce qui concerne les OGM. C'est dans Nature et Bien-être. Quatrième journée africaine de l'alimentation scolaire, c'est ce vendredi 1er mars 2019. Et cette année, le thème est « Investir de l'alimentation scolaire endogène pour éradiquer la faim, soutenir l'éducation inclusive pour tous, y compris les réfugiés et les personnes déplacées en Afrique ». Et pour en parler, nous recevons pour vous un expert, le chargé de programme du PAM. Eh bien, ici au Bénin, évidemment, l'art peut s'exprimer de plusieurs façons. Et l'une de ces expressions est le graffiti, pendant longtemps considéré comme un art pour les jeunes indisciplinés et rebelles. Le graffiti peut quand même être un moyen de sensibilisation. Jennifer Sativi nous dit tout sur le sujet dans un instant. Et nous finirons en beauté ce soir. Beauté au pluriel nous apprend comment nous maquiller et surtout comment choisir les outils indispensables pour un maquillage amateur. Le Grand Rendez-vous, vous le savez, c'est aussi le 1945. Uvaïs Balogun est aux commandes ce soir. Bonsoir Uvaïs. Bonsoir Agnat Bello. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Eh bien, ce soir, nous parlerons de cet ouvrage qui traite des difficultés liées à la maîtrise d'ouvrage communal par les élus locaux et communaux. Une œuvre pédagogique qui détaille les différents processus de la maîtrise d'ouvrage en République du Bénin. Nous parlerons ensuite de cette opportunité à saisir par les jeunes, la soudure en fibre optique, dont le principe est de permettre la connexion de deux fibres en les fusionnant grâce à un arc électrique. Enfin, nous irons dans les marchés et lieux de vente de poissons frais pour rencontrer ces femmes écailleuses de poissons. Elles s'adonnent à une activité génératrice de revenus, mais qui est très contraignante. Et bien voilà pour l'actualité de cette soirée, Agnat Bello. Merci à vous, Uvaïs Balogun. On vous retrouve à 19h45. En attendant, le premier plateau du Grand Rendez-vous peut s'installer. Nature et Bien-être. Nature et Bien-être ce soir s'intéresse aux OGM, mais avant qu'on ne puisse en parler avec notre invité sur ce plateau, je vous invite à suivre ce commentaire sur image réalisé par Cécile Roudet. Ils sont cultivés depuis les années 90 aux États-Unis, en Argentine et au Canada. Progressivement, ils ont envahi le reste du monde. Les OGM
organismes génétiquement modifiés. Ce sont des organismes vivants animaux, végétaux ou micro-organismes dans lesquels est inséré ou modifié un gène de son état sauvage. En 2 décennies, les OGM sont passés d'une surface cultivable de 1,7 million à 185,1 millions d'hectares en 2016 sur toute la planète. Des chiffres rendus publics en 2018 par le Service international pour l'acquisition d'applications agricoles biotechnologiques, ISAAA, un organisme international de promotion des OGM. Dans le domaine agroalimentaire, on distingue 2 types d'OGM. Nous avons les OGM transgénétiques et les OGM non transgénétiques. Une innovation agricole qui, au départ, vise à assurer l'équilibre entre la production et la consommation afin de résorber le problème de la faim dans le monde. L'avènement des OGM a permis l'obtention de nouvelles variétés de plantes, de légumes, de fruits et même d'animaux. Autre avantage de ces organismes, la réduction de l'utilisation des insecticides. Plus tard, on s'est rendu compte que la culture et la consommation des OGM ne laissent pas le consommateur et l'environnement à l'abri des risques. Leur modification impacte forcément sur l'équilibre écologique global. Ces organismes vivants et les pesticides qu'ils peuvent contenir ont des répercussions notamment sur la faune et la flore. Ceci engendre la diminution de la biodiversité suivie de la disparition d'un certain nombre d'espèces en contact avec les pesticides. On peut craindre également l'apparition de mauvaises herbes résistantes à des herbicides et le risque de la perte des insectes utiles. Conscient de ces dégâts, le Bénin, tout comme plusieurs pays de la sous-région ouest africaine, mène des actions. La lutte contre la prolifération des OGM sur les périmètres agricoles et sur le marché. Merci à vous, Cécile Rondet, pour ce commentaire sur image qui plante très bien le décor. À présent, nous pouvons faire le débat sur ce plateau. Patrice Agbo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes naturaliste. Bien sûr. Et c'est avec vous ce soir que nous allons nous intéresser aux OGM. Ma première question est de savoir, est-ce que pour vous, nous avons les OGM déjà ici au Bénin? Vous avez parlé de portes. Non, les OGM sont déjà dans nos assiettes. Je peux l'affirmer aujourd'hui. Parce que depuis 2012, le Bénin n'a plus aucun règlement, aucune loi et les OGM peuvent venir de part et d'autre et envahir nos assiettes. On peut en être sûr. Il n'y a pas de doute sur ça. Quels sont les principales... Ce qui est même plus sûr, c'est qu'il n'y a nulle part où vous allez dans un supermarché ou bien dans un hypermarché et on met des étiquettes pour renseigner le consommateur. C'est très dangereux. C'est une violation d'un des droits des consommateurs. C'est sûr, le consommateur, il a le droit de savoir ce qu'il mange et Bien ce sûr. qui est dans son assiette. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'au moins on puisse avoir le choix? Quand vous souhaitez le consommer vous-même, vous pouvez y aller. Mais si vous n'en avez pas envie, eh bien au moins vous pouvez avoir un autre choix. C'est pour cela que le Bénin a ratifié toutes les conventions dans ce sens-là. La convention sur la diversité biologique a été ratifiée par le Bénin. Et l'un des protocoles issus de cette convention, c'est le protocole de Cartagena. Donc, on sait qu'il y a des risques inhérents à la consommation de ces organismes génétiquement modifiés. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu comment on doit analyser, évaluer, prévenir ces risques-là. Et le Bénin aussi a ratifié ça. Mais sur le terrain, il n'y a rien. C'est au nom du principe de précaution que ce protocole a été rédigé. Lorsque vous ne savez pas, il faut prendre du recul. Et on peut féliciter le Bénin étant un État souverain, a décidé de prendre des moratoires. Et depuis 2002, le premier moratoire a été pris. 5 ans, en 2007, on a pris encore un second moratoire, expiré en 2012. Et aujourd'hui, nous sommes à ce point-là. On peut féliciter le gouvernement qui a pris ces différents moratoires. Mais après, on a pris le moratoire en attendant que les lois et les règlements soient pris au niveau national. Mais jusqu'à présent, les moratoires se sont expirés, mais on n'a aucun règlement, on n'a aucune loi pour dire
si les OGM doivent venir ici, voici les règlements, voici les démarches. Il n'y en a pas du tout. Donc, nous sommes dans un champ très, très dangereux où nous consommons tout ce que nous ne voulons pas. J'ai entendu votre nom. J'ai entendu un peu, j'ai suivi un peu que vous parlez un peu le Yoruba. Je suppose que vous êtes musulman. Si aujourd'hui, on mettait du porc pour fabriquer un riz sans vous renseigner, alors que votre religion ne tolère pas la consommation du porc, on a violé votre conviction religieuse. On a violé votre conviction. On n'est pas d'accord pour ça. Avant d'aller consommer quelque chose, il faut qu'il soit renseigné pour voir ce qui est dedans. D'accord. Monsieur Patrice Sangbo, si vous permettez, on va y aller pas à pas. Déjà, pour vous, qui êtes sur le terrain, qui combattez cela depuis des années, dites-nous un peu, quelles sont les principales cultures qui sont impliquées un peu au niveau de ces OGM? Il faut reconnaître qu'ici, nous avons deux catégories d'OGM actuellement. Oui. Il y a des OGM qui tolèrent les herbicides et des OGM qui ne tolèrent pas les insecticides. Ils résistent aux insecticides. Donc, c'est ces deux catégories que nous avons aujourd'hui. Et comme produit, nous pouvons bien cibler le soja. On peut cibler le riz. On peut cibler le coton. On nous a parlé de tomates. Mais c'est ça, c'est ces différents produits-là qu'on nous a indiqués. Et il y a aussi le tournesol. Nous avons tous ces produits-là. Donc, nous devrons faire attention. Il y a aussi le maïs, Nous devons faire attention chaque fois que nous allons choisir du soja, du maïs, du riz, du tournesol. On doit faire attention à tous ces produits pour dire il se peut que ça contienne des OGM. Ce n'est pas seulement ces produits-là. Il faut voir les origines. Ces produits viennent d'où? Si c'est de l'Argentine, c'est clair. Si c'est du Brésil, c'est clair. Si c'est en Afrique du Sud, c'est clair. Etc., etc. Donc, à défaut de reconnaître l'aliment par sa forme, parce que ce qui est impossible du tout, on peut savoir qu'il y a certains produits phares qui contiennent des OGM absolument, s'ils viennent de certains pays que je viens de citer. Donc, on doit être vigilant par rapport aux importations. D'accord. Voilà. Être vigilant par rapport aux importations, c'est aussi avoir des personnes formées pour pouvoir reconnaître le bon produit du mauvais. Pour vous, naturalistes, est-ce que c'est possible d'identifier à l'œil nu un produit qui est à base d'OGM ou pas? À l'œil nu, ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous nous sommes battus pour que le Bénin soit doté d'un laboratoire de biosécurité. Il y avait les pays de l'UEMOA qui étaient en compétition. Nous nous sommes battus. On est allé au Burkina. On a lutté pour que le Bénin bénéficie de ce laboratoire-là. On a décidé que le laboratoire soit logé dans un lieu public où tout le monde puisse en avoir accès. Le laboratoire a été logé à l'université d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, nous ne savons pas du tout ce que le laboratoire est en train de faire là-bas. Quel usage on est en train de faire de ce laboratoire? On n'en sait rien. Qui peut y aller? À combien? Quelles sont les conditions? On n'en sait rien du tout. Et les gens sont là depuis. On ne sait pas. Parce que sans aller au laboratoire, on ne peut rien connaître. On ne peut rien savoir. On ne peut rien distinguer. Donc voilà, nous avons les cadres, nous avons le matériel, mais on ne sait pas. C'est comme si on n'avait rien du tout. Oui, mais déjà, si on peut revenir sur cette ratification, vous avez parlé des différentes ratifications moratoires que nous avons choisi de prendre ici au Bénin. Oui. Vous pouvez me passer le livre là. Celui-ci, justement, cette ratification, le protocole de Cartagena, il nous oblige à faire quoi? Le protocole nous oblige à prendre des précautions. Le protocole est basé sur le principe de précaution. Avant que les OGM n'arrivent dans le pays, on doit avoir des règlements et des lois. C'est obligatoire. Et chaque personne qui veut apporter les OGM doit respecter la loi nationale que nous avons élaborée ici. Il n'y en a pas du tout actuellement. Ça veut dire que n'importe qui peut importer les OGM, les amener ici sans qu'aucun règlement le frappe. Parce que nous n'en avons pas du tout. C'est la seule chose qu'il faut faire. À défaut de ça, nous devons outiller les agents de la douane. On doit outiller les agents de la douane pour leur montrer que chaque fois, parce que les autres pays qui ont ratifié doivent écrire « contient des OGM ». Je vous assure, nous sommes allés jusqu'à des kilomètres de Calavi dans un élevage de poules pondeuses. Nous avons été vraiment malades, stupéfaits, de rencontrer des sacs de provende contenant des organismes génétiquement modifiés. Et c'est des poules pondeuses, on doit donner des œufs là tous les jours aux populations, on doit manger la viande, enfin
en fin d'année. En fin de carrière. D'accord. Vous voyez, c'est dangereux. Oui, M. Sagbo, on est Oui. d'accord avec vous que c'est très dangereux, surtout quand on n'a pas choisi de le faire soi-même et qu'on a préféré nous le donner sans qu'on nous s'en rende compte. Est-ce que pour vous, on peut dire que les OGM ont gagné du terrain au Bénin? Clairement, je vous ai déjà parlé. Au moment où il avait le moratoire, on était un peu sûr pour dire oui, ils ne peuvent pas oser l'amener. Aujourd'hui, il n'y a ni moratoire, je répète, il n'y a rien qui puisse freiner ou bien empêcher les gens d'amener les OGM ici. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils sont en complicité avec les cadres de l'habitation publique. Je le dis et je l'assume. Parce que je sais de quoi je parle. Sagbo, puisque vous n'avez pas de preuves ici sur ce plateau, on va éviter de trouver un coupable tout de suite. Ce qui importe, c'est que les populations soient rassurées sur la qualité de ce qu'il y a dans leurs assiettes. Voilà. Comment est-ce que le consommateur lambda peut se rassurer, un tant soit peu, en voulant justement consommer ces produits? C'est là la question. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut prendre des précautions. On n'a pas pris. On dit qu'il faut mettre des étiquettes. Vous avez déjà vu dans un supermarché ici où vous voulez aller acheter de mayonnaise, je sais pas, de riz, et on a mis contient OGM à 0,9%. Personne n'a écrit ça. Et on n'a même pas attiré l'attention des populations pour dire, en allant contrôler, pour voir si le maïs que vous prenez dans le supermarché pour faire de la salade à la maison, est-ce qu'on l'a mis sur la bouteille? Nous avons des associations de consommateurs. Et vous, en tant que naturaliste, est-ce que vous ne vous êtes pas rapproché d'eux pour qu'au moins il puisse y avoir des sensibilisations à l'endroit des consommateurs? La loi 1901 nous autorise à nous organiser pour voir tout ça. Chacun joue son rôle. Nous, dès que vous parlez de Djinoukou aujourd'hui, tout le monde sait que ce travail, on l'a fait déjà pendant 20 ans. Mais il faut que le pouvoir joue son rôle régalien. Pendant combien de temps nous allons parler à un pouvoir public pour dire ça là, toi-même tu as pris les lois. Il y a même le protocole vous voyez, le protocole additionnel de responsabilité de réparation. Lorsque nous nous rendons compte que tu nous as donné des OGM, sans que nous soyons d'accord, tu dois réparer. C'est ici ça. Vous voyez, on a pris les lois, mais on considère que les lois ne sont pas prises pour ceux qui ont pris les lois là. Ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Et on n'est pas obligé de... C'est dangereux. Monsieur Sagbo, vous venez de dire quelque chose ici. Je ne quitterai pas ici sans parler de ça. Vous avez dit, nous sommes à la 4e journée de l'alimentation. Et que le thème, c'est investir dans l'alimentation endogène. Je l'ai noté. C'est ça, pour aller nourrir nos élèves et les enfants dans les écoles. En faisant ça, nos petits paysans, on va augmenter leur pouvoir de production, ils vont bénéficier de ce qu'ils produisent et nous allons manger sain. C'est de ça que nous parlons. Merci. Et notre argent va rester dans notre pays. Merci à vous, Patrice Sagbo. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce genre de sujet. Ne vous inquiétez pas, on aura encore d'autres occasions de pouvoir revenir sur le sujet. Merci à vous. Vous faites une très belle transition pour la prochaine rubrique, l'expert. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, ce soir avec la rubrique Expert, on s'intéresse justement à l'alimentation scolaire puisque nous célébrons la 4e journée de l'alimentation scolaire. Nous recevons pour vous sur ce plateau Amel Korogoni, elle est chargée de programme du PAM. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous remercie. Alors, dites-nous déjà, pour vous, une journée africaine pour célébrer l'alimentation scolaire, est-ce que c'est utile? Merci, madame. C'est véritablement utile. Et je voudrais, avant de répondre à votre question, dire que les États africains ont institué cette journée, le 1er mars, comme journée africaine de l'alimentation scolaire, dans le cadre de la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique. Ils ont identifié au sein de ces États que l'alimentation scolaire est un instrument très important pour l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et justement de l'agenda pour le développement durable 2030. Alors, dans ce contexte-là, ces États ont retenu d'utiliser le 1er mars pour célébrer l'alimentation scolaire dans un contexte où cette journée peut permettre de faire un plaidoyer en faveur de nourrir nos enfants à l'école pour leur assurer une éducation de qualité et une alimentation saine. Alors, on se rend compte tout de suite avec tout ce que vous venez de développer que c'était vraiment important d'avoir une journée africaine. Mais pourquoi africaine? Pourquoi pas sur le plan international? On a l'impression que c'est seulement, ça se résume à l'Afrique, au continent africain. Cette journée se célèbre également au niveau international. Mais justement, compte tenu
des défis en matière d'éducation, en matière d'alimentation et de sécurité alimentaire que les pays africains continuent d'expérimenter, il a été opportun de mettre un point d'intérêt justement sur alimenter, nourrir nos enfants à l'école pour, comme je le disais tantôt, assurer qu'ils aient une éducation de qualité dans la mesure où un des objectifs, c'est d'abord d'attirer les enfants à l'école avec ces repas scolaires et de les maintenir. Et ce faisant, en les maintenant, on va assurer également une certaine performance dans leur éducation et assurer, surtout dans le secteur où nous intervenons, c'est-à-dire l'éducation primaire, qu'ils puissent achever leur cursus et leur assurer ainsi un avenir meilleur. D'accord. Alors, pour que l'objectif soit atteint, il faudrait que les États puissent décider forcément d'y aller véritablement. Mais on se demande, qu'est-ce que les États gagnent? Qu'est-ce que les pays africains gagnent véritablement à s'assurer de la bonne alimentation scolaire? Merci beaucoup. Il y a véritablement plusieurs avantages à assurer l'alimentation des enfants à l'école. Récemment, je crois l'année dernière, le Bénin a eu l'opportunité de conduire une étude sur la base d'un modèle économique développé par la Banque mondiale et qui a fini par démontrer qu'un dollar investi dans l'alimentation scolaire d'un enfant, à terme, donne un gain de 5,2 $. Donc, vous imaginez, l'alimentation scolaire n'est pas simplement le repas dans l'assiette de l'enfant que nous voyons, mais au-delà de ça... C'est un investissement pour son futur. Pour son futur et un investissement pour sa santé. Un enfant qui a une bonne alimentation, qui n'a pas de problème de vers intestinaux, un enfant qui mange dans des conditions d'hygiène adaptées, un enfant qui a accès à l'eau potable à l'école pendant qu'il mange aura sa santé. Donc, il y a des gains au niveau de la santé, des gains au niveau de la nutrition, des gains au niveau des questions d'hygiène et d'assainissement. Et l'autre aspect que je voudrais toucher ici, un gain qui va au-delà des bénéficiaires directs que nous avons, c'est la production locale. Donc, comment est-ce que nous utilisons la production locale pour nourrir les enfants au niveau de l'école? Alors là, nous sommes dans un système inclusif. Exactement, exactement. Et justement, au niveau du Bénin, le Programme alimentaire mondial, aux côtés du gouvernement, appuie une approche ou adopte une approche d'alimentation scolaire à travers intégrée. Les cantines scolaires. À travers les cantines scolaires. Et justement, c'était ma prochaine question. Je me demande si, avec ce programme de cantines scolaires, cela suffit pour dire que l'objectif d'une alimentation scolaire saine est atteint. On peut le dire. Et je voudrais ici rappeler que le gouvernement du Bénin fait de l'alimentation scolaire une priorité. Le Programme alimentaire mondial a signé depuis 2017 un accord de partenariat pour la mise en œuvre de ce programme que nous appelons le Programme national d'alimentation scolaire intégrée et qui touche aujourd'hui près de 4000 écoles. Vous imaginez, c'est 51% des besoins en matière d'alimentation scolaire au niveau des écoles primaires publiques qui sont touchées et le gouvernement y met un investissement énorme. Donc, c'est véritablement clair pour le Bénin que c'est un instrument, un outil avec des avantages et nous avons des chiffres qui démontrent qu'il y a une différence entre les écoles qui bénéficient, dont les enfants bénéficient de ce genre d'appui ou de soutien alimentaire par rapport aux écoles qui n'en bénéficient pas. D'accord. Ce que vous dites est tellement intéressant parce qu'on a eu à réaliser un documentaire dans la commune de Zey et on s'est vraiment rendu compte que dans la plupart des écoles où il y a cette forme de cantine scolaire, les enfants sont beaucoup plus enclins à aller à l'école et les parents aussi sont beaucoup plus à l'aise quand ils envoient. Tout à fait. Mais le minimum qui leur est demandé à ces parents, parfois ils n'arrivent pas à le payer aussi. Est-ce que vous le savez en tant que chargé de programme du PAP? On le sait et nous travaillons véritablement à toucher cette question. L'année dernière, nous avons fait un atelier bilan de ce programme-là justement qui a réuni tous les acteurs, y compris les communautés bénéficiaires, même les communautés rurales, et les maires, les préfets. Et donc, nous avons eu à développer un plan d'action avec tous ces acteurs pour voir comment est-ce que nous adressons ces questions d'incapacité de certaines communautés à apporter la contribution, soit en nature ou la contribution financière qui est demandée, en plus de ce que le gouvernement apporte comme subvention et ce que le Programme alimentaire mondial peut apporter comme subvention. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées, le développement de jardins potagers, le développement de champs pour compléter
ce qui est apporté de l'extérieur, et également des apports, comment dirais-je, ou la prise en charge même au sein des autorités décentralisées en termes de soutenir justement cet outil ou c'est cet une bonne instrument. idée. On espère que les apprenants, les écoliers surtout auront à bénéficier de tous ces appuis-là d'ici là, mais en attendant, ils vont continuer par faire ce qu'ils savent bien faire. Merci. Ils vont continuer de manger comme ils peuvent pour pouvoir continuer d'aller à l'école. Alors, revenons un peu à la journée africaine de l'alimentation scolaire. Aujourd'hui, que dis-je? Oui, bien sûr, puisque c'est aujourd'hui. Le thème, c'est investir dans l'alimentation scolaire endogène pour éradiquer la faim. Mais ce qui m'intéresse, c'est soutenir l'éducation inclusive. C'est un thème qu'on n'a pas l'habitude de développer sur notre continent. Pour vous, éducation inclusive, qu'est-ce que vous y mettez? Merci, madame. Éducation inclusive, c'est justement une éducation qui entre dans le leitmotiv de l'agenda 2030. Il n'est pas question, quel que soit le sujet, de laisser quelqu'un de côté. On ne doit laisser personne de côté. Donc, cette éducation doit inclure même les personnes avec des besoins spécifiques. Il faut intégrer les questions des filles, aussi bien les garçons, les personnes handicapées, les personnes qui ont des besoins spécifiques, comme je l'ai dit. Zéro discrimination. Donc, une éducation inclusive et de qualité. Donc, véritablement, pour le contexte de notre pays, nous trouvons ce thème bien adapté dans un contexte où nous avons compris l'importance de l'alimentation scolaire que le gouvernement investit. Et je voudrais souligner ici que plus que l'investissement, même le gouvernement essaye d'attirer les bailleurs sur le financement, les bailleurs de fonds. L'année dernière, il y a eu une table ronde de mobilisation des ressources et c'était une première des partenaires sur la question spécifique. Des partenaires techniques et financiers, évidemment. Tout à fait, sur la question spécifique de l'alimentation scolaire. Donc, c'est véritablement intéressant. C'est le signe pour vous que tout le monde est mobilisé pour la cause. Exact. D'accord. Ça répond peut-être à ma prochaine question, puisqu'on se demande, ces éditions aussi, c'est pour s'assurer que les objectifs sont atteints au fur et à mesure. Nous avons eu la première édition. Aujourd'hui, nous en sommes à la 4e édition. Est-ce qu'on peut dire qu'entre-temps, il y a eu amélioration au niveau de la mise en œuvre des programmes d'alimentation scolaire? Bien sûr, on peut le dire et j'aimerais répondre à votre question sur 4 angles. D'abord, sur le plan de l'engagement des gouvernements. Avant, quand on parlait des questions d'éducation, quand on ne finit pas de parler des infrastructures scolaires, de la formation des enseignants, on ne parle pas de l'alimentation scolaire. C'était une question subsidiaire, quand bien même on comprend l'importance de cette alimentation ou de nourrir les enfants à l'école. Donc aujourd'hui, c'est véritablement une question d'intérêt. Donc c'est le plaidoyer qui est fait depuis toutes ces éditions-là, à ce niveau très élevé du continent qui permet d'avoir ce résultat. Secondo, je voudrais parler de l'approche intégrée de l'alimentation scolaire. Avant, on se contentait de nourrir les enfants et puis ça va. Mais maintenant, au-delà du repas dans l'assiette de l'enfant, on voit toutes les autres questions connexes sur lesquelles on devrait pouvoir agir pour rester plus efficace du point de vue levier de développement. Parlez-nous un peu de tous ces autres aspects-là. Vous voyez un peu, par exemple, les questions de nutrition. Le programme au niveau du Bénin s'accompagne d'une éducation nutritionnelle que nous donnons aussi bien aux apprenants, aux enfants, qu'aux cuisinières, qu'aux enseignants, qu'aux cuisinières qui préparent le repas de ces enfants dans les écoles. Donc, nous leur donnons des informations sur les types d'aliments qui existent, qu'est-ce que ça fait comme bien à l'organisme de consommer des aliments sains, etc. Il y a la question de santé. Je disais tantôt des parasitages systématiques qui accompagnent ce genre de programme que nous développons en partenariat avec les autres agences comme l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé. Vous voyez, on parle d'éducation, mais le ministère de la Santé est concerné. Et je disais tantôt qu'il y a les questions d'assainissement et d'eau. Un des défis importants actuellement. D'hygiène, voilà. Vous êtes revenu dessus, le problème d'hygiène. Comment vous assurez justement de l'hygiène au niveau de toutes ces cantines? Vous avez parlé de 4000 écoles aujourd'hui qui sont impactées. Oui. Qui s'assure de l'hygiène au niveau des cantines scolaires? C'est justement toute l'organisation que nous mettons autour. Nous travaillons avec des partenaires de mise en œuvre qui sont des ONG nationales, qui ont des agents qui vont sur le terrain. Actuellement, plus de 350 personnes jeunes diplômées qui ont reçu des formations vont aller vers ces écoles-là et pour passer les messages sur la base des modules qu'on a préparés et développés à cette fin.
Donc la question d'hygiène est en premier chef, la tenue de la propreté au niveau de la cuisine, la propreté corporelle même des enfants. Donc vous voyez comment est-ce qu'on va au-delà du repas dans l'assiette de l'enfant. Je voulais parler des défis d'eau, d'accès à l'eau potable. Donc avec ce programme, nous constatons qu'il y a certaines communautés qui ont besoin d'être appuyées, accompagnées en matière d'eau potable. Et c'est justement à travers ce programme que nous intéressons les partenaires, le gouvernement qui devrait assurer qu'il y ait de l'eau. C'est sûr qu'après avoir fini de manger, il faut boire de l'eau potable. Et même pour cuire le repas, il faut déjà de l'eau potable. Je voudrais peut-être finir pour toucher la question de l'agriculture locale qui va se trouver boostée ou stimulée avec ces produits. Comment est-ce que vous comptez impacter l'agriculture locale justement? Pour l'instant, ce qui se passe au niveau de ce programme, nous faisons des achats locaux pour la plupart des produits. C'est-à-dire, si vous êtes à Zère, vous achetez les produits aux producteurs de Zère. Ça, c'est les perspectives. Ah, les perspectives, on n'en est pas encore là. Actuellement, on n'en est pas encore là, mais ça va être bientôt. Oui. Et c'est justement ça, le volet d'appui aux petits producteurs pour approvisionner les écoles. Mais pour l'instant, nous achetons des céréales, du maïs, des légumineuses, du haricot sur le marché local, mais avec des achats institutionnels. Mais un des objectifs de ce programme, y compris sur la demande du gouvernement, c'est justement, comme vous le dites si bien, d'acheter auprès des producteurs de Zère pour nourrir les enfants des écoles de Zère. Ce serait l'idéal. On espère qu'on y arrivera un jour. Merci. Mais en attendant, pourquoi est-ce qu'au Bénin, on choisit toujours de différer cette journée? Ce n'est jamais célébré le jour même, on choisit d'y aller après. On ne le choisit pas, c'est des contraintes. Des contraintes. Vous voyez, cette année, par exemple, le 1er mars tombe sur un jour de vacances, alors qu'une des activités retenues pour la célébration officielle, c'est justement de le faire dans une école bénéficiaire de cantine scolaire et d'y aller avec les officiels du gouvernement, les chefs d'agence des systèmes des Nations Unies. Ça permet de toucher du doigt les réalités. Exact, de voir les enfants au repas et de profiter pour faire véritablement le plaidoyer. Donc, cette année encore, c'est juste des coïncidences qu'ils font. Sinon, alors, ça va se faire quand? Ça va se faire autour la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà, le programme est donc pris. Mesdames et messieurs, nous avons donc reçu sur ce plateau Amel Korogoniel, chargée de programme du PAM. Et avec elle, on s'est intéressé à l'investissement au niveau de l'alimentation scolaire. On a fait un petit bilan du programme des cantines scolaires appuyé justement par le PAM. Merci à vous d'avoir été fidèles à cette rubrique. Nous passons à présent à notre rubrique Horizon Culture. Voilà, donc ce soir sur ce plateau, on s'intéresse au graffiti. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage de Jennifer Sativi. Un mur, des illustrations. À première vue, on ne comprend pas grand-chose à cet assemblage d'images et de mots qui pourtant est le fruit d'un travail de longue haleine. Le graffiti, cet art de rue est particulier. Il a son code propre à lui. C'est composé de characters et de letters. Les caractères, c'est les personnages que vous voyez, que ce soit réaliste, hyper réaliste ou cartoon. Et il y a des lettrages aussi. Si vous n'êtes pas initié à ça, vous n'arrivez pas à lire. Et des fois, les gens nous disent c'est quoi le sens. Mais c'est ça qui fait le charme du graffiti. Imaginez que vous sortez de la maison pour aller au boulot le matin. Avec le stress et autres et tout, vous rentrez un peu tout fatigué. Et dans un pan de rue, à l'angle de votre maison, vous voyez comment dire un graphe. Vous rentrez, vous voyez comment un graphe bien peint avec la couleur, la beauté et autres et tout. En fait, c'est cet effet-là, cet impact-là que ça crée dans la conscience des gens. Le mur est le support le plus utilisé par les artistes graffeurs. Ils laissent libre cours à leur imagination, mais ne perdent pas de vue leur principal objectif, celui d'impacter. Il n'y a que pour les gens, comment dire, le graffiti c'est du vandal, le graffiti c'est ci, c'est ça, parce qu'il y a des idées reçues où, comment dire, où directement on est catalogué vandal. Ce que nous on ne fait pas. Je tiens à préciser que le graffiti, le vandal, nous on ne le fait pas ici. On a une démarche, on a une thématique, on a une idéologie qu'on suit. C'est pas parce qu'on a voulu suivre un courant artistique qu'on doit copier pour copier. Donc sous d'autres cieux, je dis, comment dire, les gens graffent pour marquer le territoire. Ici, nous on graffe pour marquer le cœur. Par exemple, dans notre pays, au Sénégal, c'est né du spirit Set-Setal qui est être sain à l'intérieur et être sain à l'extérieur aussi. C'est le fait de nettoyer
et d'organiser un mur, de peindre et d'échanger aussi avec les habitants. L'art du graffiti n'est pas très développé au Bénin. Sous d'autres cieux, il est assez promu et constitue parfois un attrait touristique. Si tu vas dans certaines villes, tu ne peux pas passer 50 cm sans voir des graffitis. Je ne dis pas mettre 50 cm sans voir de graffitis. Ça dépend aussi des cultures. Par exemple, j'étais au Chili, tu ne peux pas dépasser 10, tout est peint. Le peuple, ce n'est pas qu'il n'accepte pas, c'est qu'il ne connaissent pas. Je dirais que le graffiti a le vent en poupe, ça a besoin d'être promu et on a besoin d'encouragement, on a besoin d'accompagnement parce qu'on fait tout sur fond propre et on ne vous dit pas les galères, tout ce qu'on fait pour gérer. L'histoire du graffiti remonte aux années 70. Aux États-Unis, les clans s'en servaient avant tout pour marquer leur territoire et ensuite pour faire passer des messages. Il a beaucoup évolué et est adopté aujourd'hui par la plupart des pays à travers le monde. Les graffitis, un langage de sensibilisation, on en parle avec Jennifer Sativi et son invité que je vais moi-même présenter ce soir. Jennifer Sativi, on inverse la tendance. Je présente d'abord l'invité, je reviens à vous. Alors, merci à vous d'être avec nous. Jonathan Agbo-Kofi, vous êtes artiste graffeur. C'est bien ça. Bonjour madame et merci de me recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir pour nous. Vous êtes en compagnie de Jennifer Sativi. Jennifer, bonsoir. Bonsoir Agnette. Moi, je veux bien vous demander pourquoi vous avez choisi de vous intéresser au graffiti. Bon, pourquoi j'ai choisi de m'intéresser au graffiti? D'abord, j'ai remarqué un peu sur les réseaux sociaux et sur d'autres affiches et sur d'autres plateformes qu'il y a eu beaucoup de communication autour d'un certain festival qui a suscité beaucoup d'intérêt chez les jeunes. J'ai vu beaucoup de personnes s'y intéresser. Ils ont fait pratiquement le tour de toutes les villes du Bénin. Donc, je me suis dit, comme le graffiti, c'est un art dont on ne parle pas souvent, j'ai voulu recevoir notre invité pour qu'il nous apporte un peu plus. Merci pour cela, Jennifer Sativi. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Bonsoir, monsieur Jonathan. Bonsoir, Jennifer. D'accord, vous aimez bien le graffiti? Je suis artiste graffeur, donc pratiquant de graffiti. Exclusivement ou vous faites autre chose à côté? Je suis designer graphique également, mais je travaille exclusivement dans les arts visuels. Ça fait longtemps que vous pratiquez le graffiti? Oui, ça remonte à 2012, que j'ai commencé. D'accord. Et pour vous, c'est quoi le graffiti? Il y a plusieurs définitions, mais celle qui m'intéresse le plus, c'est que le graffiti est un art mural, mais qui peut également se retrouver sur d'autres supports. C'est essentiellement des inscriptions ou de la peinture qui a un style particulier. Il y a également les lettrages. Vous pouvez voir des lettrages, mais également voir des personnages dessinés ou des visages, des portraits, des objets, un peu de tout. Ok. Vous avez dit d'autres supports, lesquels par exemple? Je sais pas. Il peut arriver qu'un graffeur travaille sur des toiles, il peut travailler sur une chaussure, il peut travailler sur une table? Voilà, par exemple, cette table. On peut travailler sur beaucoup de supports en fait. D'accord. Donc j'ai vu récemment le festival dont j'ai parlé tout à l'heure, il fait grave, des gens faire des symboles, de la peinture sur des casques de Zénidjan. Je ne sais pas, je n'ai pas compris le concept. En fait, cette idée nous est venue de l'équipe Effégraphe. On s'est dit pour la 5e édition, ça fait quand même un quinquennat, il faudrait quand même qu'on puisse communiquer un maximum. Et alors là, on a réfléchi, le meilleur vecteur de communication dans nos villes, c'est bien évidemment les Zénidjans. Donc on s'est dit, ok, on va à leur rencontre, on va leur donner quelque chose, partager avec eux ce qu'on sait faire. Et on s'est dit, il faudra qu'on réhabille un peu leur casque, qu'on redonne un peu de couleur et de la joie dans leur cœur par le même biais. Ok, donc c'était pour enjoliver leur casque, c'est ça? Oui, et puis communiquer sur Effégraphe. Parce que vous aurez remarqué sur les casques, à la fin, on a fait un pochoir pour mettre le logo d'Effégraphe. D'accord, on va en revenir, mais parlons de vous d'abord. Personnellement, comment est-ce que vous en êtes arrivé au graffiti? Je suis arrivé au graffiti déjà parce que j'étais super intéressé par tout ce qui est dessin, tout ce qui est art, de manière générale. Je pratiquais depuis tout petit. Mais c'est spécialement en 2012, quand j'étais en seconde au lycée Koulibaly, que j'ai eu la chance d'entendre parler
d'un atelier de graffiti organisé par la Fondation Sissou à l'époque. Et l'atelier a duré 3 mois. Tous les week-ends, tous les samedis, nous allions travailler. Et on a reçu beaucoup. On nous a appris les techniques de base du graffiti. On nous a fait pratiquer. Malheureusement, 3 mois ne suffiraient pas pour pouvoir maîtriser cet art. Mais après, on s'est retrouvés en petit comité d'artistes. Je veux nommer Cincelor, Stone, également d'autres graffeurs dont j'oublie le nom. Mais on s'est mis ensemble, on s'est dit, il faudra qu'on aille beaucoup plus loin. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête juste à l'atelier. D'accord. Voilà un peu comment j'ai découvert. Est-ce qu'on peut qualifier de graffiti toutes les inscriptions qu'on voit sur le mur? Non. Parce que la différence est que vous pouvez vous lever maintenant, prendre une bombe et puis écrire votre prénom sur un mur. Une bombe à peinture? À peinture, aérosol. Voilà, merci pour la précision. Donc, Ah oui, vraiment merci pour la précision. Donc ça, on qualifie ça de tag. Ok. C'est juste une inscription. Mais on parle de graffiti lorsque c'est une pièce qui a été réfléchie. C'est beaucoup plus élaboré. Voilà, élaboré, abouti. Voilà un peu la différence qu'il y a. D'accord, donc ça met en valeur, ça fait passer un message ou je ne sais pas. En particulier, le graffiti africain que nous défendons est un graffiti qui est thématique, qui est super thématique. Donc, très souvent, nous passons des messages, nous sensibilisons, nous éduquons à travers, nous rendons hommage également à travers cet art-là. D'accord. Et pourquoi avoir voulu aller si on va revenir au festival Effet Graph, pourquoi avoir voulu aller dans les villes du Bénin? Au début, les artistes graffeurs avec qui on a commencé cette aventure, on habite tous Cotonou. Et avec le temps, on s'est dit, mais il n'y a pas que Cotonou au Bénin. Et on s'est déplacé une fois, je pense qu'on était allé à Ouida, où on appelle la forêt sacrée, la clôture de la forêt sacrée de Ouida. Mais les retours étaient tellement positifs, l'accueil de la population était tellement chaleureux qu'on s'est dit, mais il faut qu'on aille réellement à la rencontre des peuples. Il faut qu'on aille dans le Bénin. Donc les gens s'y sont beaucoup intéressés finalement. Voilà, ça crée un engouement. Est-ce que vous vous attendiez à cela? À la base, non. Pour notre expérience à Cotonou, où il nous arrivait de prendre nos sous pour acheter de la peinture et aller peindre, où tu tombes sur des personnes qui te disent mais à quoi ça sert, tout ça, moi je veux pas, ou on vous qualifie de vaurien, etc. C'était pas le cas dans les autres villes et on a été vraiment surpris par cela. C'est justement ma question. Est-ce que le regard des autres parfois ne joue pas sur vous, graffeurs? Parce que qu'on le veuille ou pas, dans la tête du commun des mortels, un graffeur, c'est un déviant social, c'est un rebelle, c'est un indiscipliné. Comment on lutte contre tout ça et on sensibilise? Justement, c'est pour aller un peu faire un contre-pied à ces gens-là qui ont cette opinion, que nous sommes dit qu'il fallait qu'on arrive à faire en sorte que les gens s'identifient à ce qu'on fait. Les gens ont des préjugés, on peut pas lutter contre ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est leur montrer le bon côté de la chose, les amener à adhérer. Et je pense que c'est un travail qu'on est en train de faire et qui commence à payer peu à peu. Donc pour vous, le regard est différent aujourd'hui? Oui, ça commence à changer. Vraiment, ça commence à changer. Donc, vous avez juste voulu faire la promotion ou vous avez voulu sensibiliser? Parce que vous avez dit que vous vouliez faire un contre-pied. Comment vous avez procédé? Est-ce que vous avez procédé par une méthode pour sensibiliser sur un thème précis? Oui, si je prends l'exemple de Effet Graph, l'édition de cette année, notre thème, c'était peindre l'histoire de nos héros modernes. Donc, ces héros modernes, c'est des jeunes qui font partie de la population, donc des gens que tout le monde connaît, que nous avons mis en avant, que nous avons représentés à travers les différentes fresques. Je suis certain que pour quelqu'un qui côtoie par exemple un des jeunes qu'on a eu à peindre, qui voit celui-là sur un mur avec beaucoup de couleurs et tout ça, je suis sûr que ça pourra faire un déclic dans sa tête. D'accord. Voilà un peu. Voilà donc un peu vous pouvez dire que l'objectif a été atteint? Oui, notre objectif a été atteint. Alors, un objectif atteint qui permet non seulement de faire connaître les graffeurs, mais surtout de se rendre compte que ces graffeurs aussi sont presque à la portée des populations.
Oui, font partie intégrante de la population. Oui, mais déjà, avant de vous laisser, puisque ma chef d'édition me fait de grands signes, si un particulier a envie de faire du graffiti chez lui, est-ce que cela est permis? C'est possible. Pendant longtemps, on a fait des plans payés et jusque-là, je continue d'en faire. Donc, si un particulier est intéressé par le graffiti, il n'a qu'à contacter non, on va éviter de donner de Je ne donnerai pas de numéro, mais contacter un artiste graffeur. D'accord. Et puis, le tour est joué. Merci, Jonathan Agbo-Kofi. Vous êtes artiste graffeur d'Universal TV. Merci d'avoir répondu à notre invitation et voilà. Merci Agnès Bello. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, voici le sommaire. Les difficultés dans l'accès de la maîtrise d'ouvrage communal des élus locaux et communaux, c'est un livre, un ouvrage pédagogique qui détaille les différents processus de la maîtrise d'ouvrage au Bénin. C'est une opportunité à saisir. La soudure en fibre optique a pour principe de permettre la connexion de deux fibres en les fusionnant grâce à un arc électrique. De quoi s'agit-il? Réponse dans un instant. Elles sont présentes dans tous les marchés et lieux de vente de poissons frais. Ce sont les écailleuses de poissons, une activité génératrice de revenus, mais très contraignante. Le Bénin célèbre aujourd'hui 1er mars la journée mondiale de la protection civile. Mise sous le thème « La protection de nos enfants, c'est notre responsabilité », cette journée met l'accent sur la sécurité des enfants qui doit demeurer au premier plan des préoccupations des parents, des enseignants et autres acteurs. Cette journée intervient au lendemain de quelques situations catastrophiques que le Bénin a connues récemment et est l'occasion d'insister sur les efforts en matière de protection civile et de réduction des effets des événements calamiteux. Un ouvrage appelé à faire date au regard de son contenu, un guide pratique, pédagogique et didactique au service des acteurs du développement à la base pour leur éviter des pièges et les écueils liés à la maîtrise d'ouvrage et les nouvelles règles en matière foncière. L'œuvre est intitulée « Maîtrise d'ouvrage communal et maîtrise des opérations d'aménagement foncier ». Igor Ayosso et Lazare Migan pour plus de précisions. Le lancement officiel de ce guide pratique à l'usage des collectivités locales vient à point nommé pour répondre à un mal endémique, la difficulté liée au foncier. À travers ce sésame, Edmond Kokou Odidi, l'auteur de cet ouvrage, plonge ses lecteurs dans l'univers littéraire et leur fait découvrir les arcanes de la gouvernance locale. C'est un ouvrage structuré en 4 chapitres. C'est-à-dire un premier chapitre aborde les concepts clés sur la notion de la maîtrise d'ouvrage. Le second chapitre porte sur la maîtrise d'ouvrage dans la réalisation des infrastructures. Le troisième chapitre sur la maîtrise d'ouvrage dans la gestion même des infrastructures. Et le dernier chapitre sur les opérations foncières. Vous avez en annexe des fiches techniques qui sont raccordées à chaque thématique. Donc ces fiches techniques, moi j'invite les collectivités locales à lire ces fiches techniques et à se l'approprier. Parce que c'est là où vous avez tout l'intérêt donc de ce guide. Vous avez 25 fiches techniques au total et chaque fiche technique, chaque maire ou bien chaque technicien de la commune peut prendre et adapter à sa situation particulière. Sur la première couverture, l'image de cet élu local au milieu de ses charges en dit long. Débordé par la multitude des activités et des charges qui lui incombent, le manque d'expérience des acteurs à la base, la non-maîtrise d'ouvrage, l'incapacité de penser et d'exécuter efficacement un projet de développement local, l'ignorance des règles en la matière sont des écueils que l'auteur invite les acteurs à surmonter. Si vous n'êtes pas informé de ce qui se passe, des lois et règlements, vous ne pouvez pas réclamer. Vous ne pouvez pas attendre donc du maire et de ses collaborateurs ce que les lois et règlements ont prévu. C'est le foncier qui va assurer le développement durable de notre pays. Et tant que nous passons à côté de sa gestion durable, le développement durable est hypothéqué. 125 000 francs CFA, c'est le prix vendu à l'américaine de ce chef-d'œuvre qui va apporter quelques réponses et solutions à la problématique de la gouvernance locale et conjuguer au passé les problèmes fonciers qui assaillent les Béninois.
Avec la télévision numérique terrestre TNT, la soudure en fibre optique reste une opportunité à saisir. La soudure en fibre optique, justement, s'est aujourd'hui imposée aux autres formes de soudure et présente un marché d'emploi encore vierge. Abdel Akochaye, technicien en fibre optique, nous donne quelques précisions. Il est au micro de Clotaire Awekou. Aujourd'hui, la fibre optique, c'est le meilleur support de transmission au monde. Actuellement, et la fibre optique a une bande passante illimitée. Et tous les réseaux au monde sont en train de déployer la fibre optique. Tous les réseaux au monde sont en train de passer du fil de cuivre à la fibre optique. Et aujourd'hui, c'est une opportunité quand vous vous lancez dans ce métier parce que la fibre optique génère beaucoup de métiers, dont la soudure fibre optique. Le métier de soudeur fibre optique est un métier recherché aujourd'hui. Si vous allez en France, par exemple, tous les jours, moi, dans ma boîte, si je vous montre les mails qui viennent, il n'y a que des offres fibre optique de soudeur fibre optique. On en cherche en Europe, on en cherche en France, on ne trouve pas. Ici aussi, les réseaux, on a le Togo, on a le Nigeria, on a le Burkina. Et tous sont en train de migrer vers la fibre optique. Donc la fibre optique aujourd'hui, c'est un métier que les jeunes devraient embrasser. Tous ceux qui sont dans le domaine de la technologie, qui font l'informatique, qui font les télécoms et qui disent qu'ils n'ont pas d'emploi après, qui sont à la maison, c'est une opportunité aujourd'hui maintenant de se lancer dans les métiers de la fibre optique. Quand nous parlons de la fibre optique, c'est du fibre de verre, c'est le verre et l'information circule sous forme de lumière. Donc l'information va à la vitesse de lumière et c'est très rapide et c'est net. Nous parlons de la TNT aujourd'hui dans les agences de télévision. C'est la fibre optique qui facilite tout ça. Le Bénin vient à travers le projet PDUDT, vient de déployer la fibre optique dans sa première phase. Donc nous sommes, oui, on peut affirmer que nous sommes à une étape embryonnaire, mais la phase 2 va commencer bientôt et même les FAI du Bénin, je veux parler des fournisseurs d'accès Internet, les ISOCEL et autres, ils sont aussi en train de déployer leur propre réseau fibre optique. Donc le besoin est là, le besoin se fait déjà sentir. En nouvelle brève à présent, le Japon a octroyé une subvention d'environ 7 488 milliards 780 000 francs CFA à la Mauritanie pour construire des laboratoires d'inspection et d'analyse de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche. Ce financement a pour but de renforcer les capacités de l'Office en matière d'analyse et de contrôle sanitaire des produits de mer. Selon le ministre Ould Diaye, la subvention nippone revêt une grande importance pour la garantie de la salubrité des produits halieutiques en Mauritanie. La construction de tels laboratoires modernes et équipés de technologies de pointe va permettre également d'assurer la conformité aux normes internationales de qualité des produits halieutiques. Au Sénégal, à présent, 30 agents ont été outillés pour une surveillance performante des oiseaux d'eau en Casamance. Une formation de 3 jours alliant théorie et pratique pour mieux maîtriser les données. Reportage. Le dénombrement ou le décompte des espèces permet d'avoir une idée précise de la situation des oiseaux qui sont surveillés. La Casamance, une zone où il y a une diversité d'aires protégées. Et pour une bonne protection, la connaissance des technologies de dernière génération en matière de dénombrement des oiseaux est nécessaire. Comme le monde évolue et il y a la technologie qui est en train de gagner le monde, les conservateurs ont mis en place une application qui est libre, qu'on peut télécharger à travers nos téléphones, les smartphones ou bien les iPhones. Et à partir de là, on peut collecter les données et c'est centralisé avec une plateforme qu'on appelle la plateforme observation.org. Et il y a aussi un lien qui est mis entre cette plateforme observation.org et la plateforme de la base de données internationale des dénombrements des oiseaux. Ce qui fait qu'il y aura cette collecte automatique une fois qu'il y a la connexion Internet. Une application qui est une première ici au Sénégal. Elle va faciliter considérablement le travail des agents sur le terrain. Non seulement ça sera plus facile, mais aussi ça va éviter les pertes de données. Parce qu'avec les papiers, ça peut déchirer, ça peut tomber dans l'eau. Il y a tout un risque qu'on puisse perdre les données. Là, c'est automatique. Même si tu n'as pas la connexion, tu collectes tes données. Dès que tu reviens au bureau, tu as la connexion, tu télécharges et c'est uploadé.
Ils sont 30 participants issus de 9 structures différentes. En plus de la formation théorique, ces agents vont descendre sur le terrain. Les agents vont être amenés à utiliser cet outil. Donc, ce serait une mission pratique sur le terrain qui va être déroulée le 20. Et les données qui sont collectées le 20 vont être introduites dans les outils de collecte de données de Wetland International. Et les agents, les participants vont s'exercer vraiment pour bien maîtriser ces nouveaux outils, pour que vraiment que la Casamance ne soit pas en retard par rapport à l'innovation dans le cadre de la conservation. Cette formation au dénombrement des oiseaux d'eau vient renforcer le dispositif déjà déployé pour la sauvegarde des espèces. Elles sont classées en dernière position dans la chaîne de vente des poissons frais. Et pourtant, elles sont indispensables dans cette chaîne. Les femmes écailleuses de poissons se retrouvent dans presque tous les marchés. Elles mènent une activité génératrice de revenus, mais qui est très contraignante. Arnaud Adadia. Plusieurs années déjà que Dame Gisèle a choisi l'activité d'écailleuse de poissons après avoir laissé les cours. Moi, j'ai commencé à nettoyer le poisson. Ça fait un peu, c'est parce que ma maman qui nettoie le poisson. Et lorsque moi-même j'ai terminé les études, j'ai déposé les dossiers par-ci, par-là, et je n'ai pas trouvé aucun boulot. Je suis obligée d'aider ma maman. Comme elle, beaucoup de femmes pratiquent l'activité dans les marchés et au port de pêche de Cotonou. Oui, FIFA. Écailler le poisson, c'est mieux que vadrouiller ou dérober quelque chose. Même si les clients ne payent pas bien et que nous souffrons beaucoup. Pour attirer le client, tu lui souhaites la bienvenue, tu dis Kabo et c'est à celui qui te répond également Kabo que tu peux écailler les poissons. Au quotidien, ces femmes doivent frapper fort le poisson lorsque c'est congelé pour le débarrasser de son enveloppe jetable. À l'aide d'écailleurs, de petits coupe-coupes et des instruments ici présentés, les écailleuses nettoient docteur, mulet, tilapia, carangue et même au-delà, pâtes de bœuf, volailles diverses et crabes. L'activité soulage les femmes au foyer, comme le témoigne ici ce client. Lorsque vous achetez le poisson et que vous devez l'amener comme ça à la maison, c'est difficile à nos épouses de les écailler, tout ça là. Donc quand vous faites ça ici, les gens se lèvent, de bonnes dames ne sont pas très chères. Le soulagement qu'apportent les écailleuses est aussi ressenti chez les cuisiniers. On les laisse faire ici parce qu'elles ont les moyens de le faire correctement. Si elles font correctement avec nous. Donc on vient, on les paye, elles font ça. Ça nous permet d'aller plus vite là-bas pour travailler. Une activité lucrative non sans peine qui a bénéficié de quelques appuis dans le passé au port de pêche en l'occurrence. Le fait qu'elles aient déjà commencé, ça leur permet d'accéder à certaines subventions de certaines institutions internationales comme le PADPA qui leur amène de temps en temps des subventions en leur donnant des bassines, des couteaux, des tables et tout ça là, pour leur permettre de mieux faire leur travail. Avec 100 francs par kilogramme de poisson écaillé, les chiffres d'affaires n'arrivent pas toujours à couvrir les charges de piqûres, de blessures ou de courbatures qu'engendre l'activité de ces femmes qui proviennent pour la plupart du temps de Hévier et d'autres périphéries de Cotonou. Moi, j'ai quitté Maria Gleta. Depuis le matin, pas un seul client. À cette allure, nous risquons de terminer notre argent dans le Zéma. Des solutions aux problèmes de soins et d'installation à ces femmes qui n'ont que cette seule activité, de quelle direction doit-on espérer le Messie?
Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-moi demain à 12h45. Merci à vous, Ivaïssa Balogun. Les téléspectateurs vous retrouvent à 12h45, mais non sur le grand rendez-vous. On vous retrouve vendredi prochain avec le même plaisir. On espère le grand rendez-vous se poursuit. La dernière rubrique s'installe. Beauté au pluriel. Voilà, ce soir, Beauté au pluriel s'intéresse au maquillage pour amateurs, les outils indispensables. On en parle tout juste après avoir suivi ce commentaire sur image de Fulgencia Routondi. Le maquillage est l'utilisation de produits cosmétiques pour l'embellissement et la modification du corps et des traits du visage. Les premières traces de maquillage sont apparues en 100 000 ans avant notre ère. On a retrouvé des pinceaux et des petits récipients qui contenaient de la poudre d'ocre et de cendre. Le fait de se colorer le corps permettait aux hommes et aux femmes préhistoriques de se protéger du soleil et des insectes, mais aussi de se démarquer les uns des autres et créer une hiérarchie entre les membres d'une même tribu. Aujourd'hui, une multitude de produits et outils cosmétiques chics et en couleur s'offrent à nous, chères dames. Plus qu'un plaisir, le maquillage nous permet de nous accepter, de valoriser notre image ou de nous créer un nouveau caractère. Il est aussi une façon de changer la manière dont les autres nous perçoivent. Le maquillage, c'est de venir affirmer les atouts de notre visage. Savoir le faire, c'est connaître également son corps. Le maquillage n'est pas là pour effacer les défauts, mais pour les camoufler. Avec ou sans maquillage, sublimer notre beauté, notre personnalité et prenons la vie du bon côté. Voilà, merci à vous Jennifer Sativi pour cette belle voix sur ce commentaire sur image. On retrouve Fulgencia Routondi en plateau. Fulgencia, bonsoir. Bonsoir Agnat, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ce soir, on s'intéresse au maquillage. Oui, tout à fait. Ce soir, on va parler d'accessoires de maquillage lorsqu'on est amateur. Et je reçois ce soir pour nous Rebecca Sebeaya. Elle est une maquilleuse professionnelle. Elle va nous donner une liste d'outils qui doivent nous accompagner pour être au top au cours de nos soirées. Bonsoir Rebecca. Bonsoir Madame Fulgencia. Bonsoir Madame Agnat. Alors dites-nous, pour constituer son premier kit de maquillage, que faut-il avoir comme outil de maquillage? Alors pour un kit pour un maquillage d'amateur, nous avons d'abord la base pour garder plus longtemps le maquillage et nous avons un fond de teint qui va bien sûr avec son teint. Et nous avons la poudre ou la craie pour matifier le fond de teint. Nous avons le crayon marron ou noir, ça selon son choix, pour tracer les sourcils. Après nous avons le mascara et pour finir le rouge aux lèvres de son choix. Ok, voilà vous allez parler tout à l'heure d'un fond de teint. On sait tous que le fond de teint permet d'uniformiser le teint. Et comment faire alors pour choisir le fond de teint qui va avec sa carnation de peau? Alors là, c'est une grosse question. Souvent, on se trompe sur ce choix-là. Quand tu vas au marché, tu dis tu vas acheter un fond de teint, les bonnes dames, elles testent ça sur ton bras, oui, tout à fait. sur le dos du bras et tout. Mais normalement, ce n'est pas cela. Parce que quand tu fais ça comme ça, tu vas chez toi, tu le mets au visage, tu sens que ce n'est pas la même couleur que la couleur de ton cou. Alors que faut-il faire alors? Alors là, il faut tester son fond de teint au niveau du cou. Okay. Et après avoir estompé, quand tu vois que ça a la même couleur que ton visage, là, tu sais que c'est ton fond de teint. En même temps. L'autre outil aussi qui cause beaucoup de problèmes, c'est le mascara. C'est vrai, le mascara permet de sublimer le regard, d'allonger les cils et tout. Mais comment faire pour l'appliquer pour ne pas abîmer ses cils? Exactement. Jusqu'à ce que moi, je ne prenne des coups sur le maquillage, je mets toujours le mascara vers le bas. Et ce qui crée beaucoup de problèmes parce que si tu ne sais pas le faire, si tu n'es pas concentré, ça tache le visage. Normalement, le maquillage, on commence par la base des cils et on tire ça vers le haut. Voilà comment ça se fait.
Alors, quand vous dites de la base des cils, on le fait, on va comme ça. Exactement, et on vient devant. Voilà, oui. voilà, on fait des gestes comme comme ceci. Au moins, comme ça aussi, ça permet d'allonger les cils. Exactement, voilà. Pour permettre de vous passer peut-être des faux cils. Des faux cils, exactement, voilà. Et pour une novice, trouver les produits de qualité devient vraiment un défi à relever. Où peut-on se procurer ces produits-là? Parce qu'au marché d'Antokba, vous le savez, il y a des dames qui vous offrent une panoplie de produits. Là, on ne sait plus où aller. Alors moi, ce que je vais dire premièrement, c'est que si tu veux les produits de qualité, il ne faut pas être avare. Et il faut avoir recours à une spécialiste ou carrément tu vas dans les magasins où il y a des professionnels où on peut te conseiller. Voilà, sinon si tu vas au marché pour dire tu veux les choses de qualité, tu as une forte chance de tomber sur les produits qui ne sont pas de bonne qualité, mais malheureusement tu prends ça au même prix que ceux de la bonne qualité. Voilà. D'accord. Mais pour ceux qui ont parfois des petites allergies, c'est pas toujours évident. Hein. Ce n'est pas parce que tel fond de teint va à l'autre qui a le même teint que moi que cela pourrait m'aller. Est-ce qu'il y a possibilité de tester et de s'assurer que bon, si je le mets, je ne risque pas d'avoir des problèmes? Oui, c'est toujours la qualité. C'est toujours la qualité. C'est toujours la qualité. Et après chaque maquillage, peu importe que ça soit de bonne ou mauvaise qualité, il faut se démaquiller. C'est vraiment nécessaire. Il faut se démaquiller. Et durant, par exemple, les gens de la télévision, comme vous maquillez presque toute la semaine, il faut au moins se gommer le visage une fois par semaine. Ça évite les allergies, les boutons. Vous parliez du démaquillage tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des recommandations spéciales pour pouvoir le faire? Puisque ce soir, on parle des outils indispensables. Voilà, vous avez raison, nous allons en venir. Hein. Et Madame Rebecca, vous savez, on dit que le maquillage reflète votre humeur et votre personnalité. Comment faire pour choisir ces produits-là, pour ne pas paraître une autre personne, ne pas mettre de fond de teint assez flashy, pour qu'on ait quand même du mal à vous reconnaître? Ah ouais, ça c'est une bonne question parce que le maquillage, ça ne sert pas à camoufler. Ça ressort la beauté déjà existante. Donc pour les teints noirs, moi je conseille le rouge à lèvres, par exemple, la couleur qui est plus sortie, le rouge par exemple. Parce que le teint noir, c'est déjà un teint, je dirais, nude. Vous voyez un peu, donc il faut quelque chose qui va ressortir, ça, qui va t'aider à te faire remarquer. Mais quand tu as un teint clair, et moi je propose souvent du nude parce que trop de couleurs, non, ça fait trop brim. Voilà. En tant qu'amateur, il faut quand même avoir des réflexes. C'est pas évident d'avoir les bons réflexes. Et que faut-il faire? Est-ce qu'il y a des gestes à éviter pour ne pas paraître... Alors, comme dans tout secteur, il faut être concentré. Quand tu veux te maquiller, il faut être concentré. Parce que déjà, quand tu mets le fond de teint, il faut estomper. Et si tu n'es pas concentré, tu peux estomper un côté et ne pas bien faire l'autre. Pour le tracer, par exemple, si tu n'es pas concentré, les deux ne sont pas justes. Pour le mettre, le mascara, tu n'es pas concentré, ça déborde, ça tache le visage. Pareil pour le rouge aux lèvres. Donc, il faut vraiment être concentré sur ton visage, sur ce que tu veux faire. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué le maquillage de l'animatrice aujourd'hui. Vous avez des suggestions? Je ne sais pas, vous avez aimé le tracé, son rouge à lèvres et tout? Non, ça lui va à merveille. Elle est bien maquillée. Elle est toute contente. On remercie notre maquilleuse. Notre maquilleuse. Toi d'ailleurs. Alors, dites-nous, le tracé de rouge à lèvres, que faut-il faire? Il faut miser sur quoi? Les lèvres, il faut voir la couleur bien tracée. Ça dépend peut-être des lèvres. Des lèvres, si vous avez des petites lèvres, si vous avez des lèvres trapues, si vous avez des lèvres et surtout, et surtout, veille à ce que ça ne déborde pas. Que faut-il faire pour réussir son tracé? Pour réussir son tracé, déjà, tu peux commencer par mettre un crayon. Tu peux tracer d'abord les lèvres pour être bien situé. Un crayon pour dessiner les lèvres. Dessiner les lèvres. Je ne sais pas si le réalo me voit là. J'essaie de le dessiner. On le dessine comme ça, voilà. Pour éviter qu'il déborde. Exactement. Là, tu mets juste, tu centres juste le rouge aux lèvres au milieu. Et voilà, là, ça ne peut pas déborder. Le rouge aux lèvres au milieu. Voilà. Mais parfois, il tache les dents. Hein, bon, ça, c'est les rouges aux lèvres qui ne sont pas de bonne qualité.
Ah, voilà. D'accord. Et toi-même, tu ne sens pas, c'est quand tu souris, les gens te regardent bizarrement. Après, tu te rends compte que tu as l'air d'une vampire. Mais c'est vrai que c'est bien drôle. Hein? Madame Rebecca, parfois, certaines personnes disent que les produits de beauté, trop se maquiller, ça donne des imperfections, des boutons. Que pensez-vous? Est-ce vrai? Je reviens toujours sur ce que j'avais dit. Les produits de qualité. Les produits de qualité, ça ne donne pas d'allergie, ça n'abîme pas le teint, ça ne fait pas ci, ça ne fait pas ça. Il faut prendre les produits de qualité. Quand tu te démaquilles, tu retrouves ton visage dans le même état. Voilà. D'accord, mais vous avez parlé aussi de la base tantôt. Hein. Ouais. Et pour le maquillage, pour vous, la base aussi, c'est indispensable parce que c'est toujours pour pouvoir conserver le teint. Et à la fin, qu'on recommande d'avoir la base. Non, la base, c'est pour garder plus longtemps le maquillage. C'est seulement pour garder plus longtemps le maquillage. C'est seulement pour garder le maquillage. D'accord. Voilà. Alors, pour avoir bonne mine, parce que vous savez, nous allons au boulot le matin très tôt à 8 h et nous revenons pas dans l'après-midi, pratiquement dans la soirée. Que faut-il faire pour avoir une bonne mine durant toute une journée? Durant toute une journée. Ouais. Un maquillage qu'on ne retouche pas. Voilà, surtout. Ah ouais, ça va toujours du côté de la base. Quand tu as une bonne base, même quand on te gifle la main, on ne sent pas la main sur le maquillage. Ah tu peux même te battre. Ça, c'est de la magie, voilà, tu peux même te battre. Il n'y aura pas de traces. Mais avec la transpiration, la chaleur ça et ne tout coule ça, pas. Ça ne coule ça pas. ne coule pas. Quand tu as une bonne base, ça ne coule pas. Donc pour vous, voilà. Tout se résume à la qualité. Voilà, qualité. À la qualité. Mais pour le tracé des cils, hein, est-ce que c'est aussi la qualité? Parce que parfois, vous avez des gens qui ont de bons produits, mais qui n'arrivent pas à bien le faire. Non, ça, c'est côté formation. Quand tu n'es pas bien formé, tu ne peux pas le faire. Mais lorsqu'on est débutant, que faut-il faire? Parce qu'aujourd'hui, on parle des amateurs. Oui, les choses ont évolué. Il y a plein d'outils sur le marché. Déjà, tu peux placer là et mettre juste le crayon, donner juste la forme et l'enlever. Voilà, il y a aussi plein d'astuces qu'il faut, avec lesquelles tu peux... Et il faut aussi faire recours à un spécialiste, pourquoi pas? Toujours. Ok, Agnès, nous avons fini. Fulgencia Rotondi, merci à vous. Mais avant de vous laisser, vous avez parlé de mon visage, on parle du vôtre. Alors, on parlait tantôt des lèvres. Hein. Je me demande, pour les lèvres de Fulgencia, est-ce qu'il faut forcément des couleurs flashy, comme ce rouge-là, le joli rouge, ou carrément du nude? Non, ce rouge lui va bien. Ce rouge par rapport à son teint. Oui. Mais souvent, d'autres marient le rouge aux lèvres avec la tenue portée. Est-ce que du bleu, par exemple, ou une couleur dorée aurait pu aller avec son maquillage? Bien sûr, mais le fard, ça serait le fard. Et ça dépend de l'occasion. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs sortes de maquillage. Selon l'occasion, ça dépend de là où elle va. Si c'est pour un mariage, par exemple, on n'a pas besoin de la couleur qui est dans la tenue, non. Pour un mariage, par exemple, c'est le nude qui est conseillé. D'accord, mais si c'est pour aller au marché... Si c'est pour les fêtes et autres, on peut mettre la couleur qui est dans le tissu. D'accord, parce que ça, c'est un maquillage de soirée. Voilà. Il faut en mettre plein la vue. Il faut du blim-blim, voilà. Il faut du blim-blim. Autorisé. Merci à vous, Rebecca Segueya. Avec vous, nous avons parlé du maquillage pour amateurs, les outils indispensables. On suppose qu'on reviendra pour parler du maquillage professionnel. Professionnel, tout à fait. Les jours à venir, nous allons faire appel soit à Rebecca, soit à un autre maquilleur. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, vous prenez le rendez-vous. On parlera aussi des professionnels. En attendant, nous avons partagé avec vous des astuces pour vous maquiller, surtout dans le choix de vos outils. Ce sera tout pour les plateaux de ce grand rendez-vous. Mais avant de nous laisser, le rappel de la météo de demain.
instant citation à présent. La citation de ce soir nous parle de la beauté, puisque nous avons conclu en beauté. La meilleure chose est d'avoir un aspect naturel, mais pour avoir un aspect naturel, il faut du maquillage. La meilleure chose est d'avoir un aspect naturel, mais pour avoir un aspect naturel, il faut du maquillage. C'est une citation de Calvin Klein. Merci à vous d'avoir été des nôtres tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine. En attendant, profitez des programmes de BB24.